Le chef de l'État Faure Eswazimana Gnazingbe était cette semaine à Rome. Là, il a été reçu pour la première fois depuis le début de son pontificat par le pape François au Vatican, avant de rencontrer les responsables de la communauté Sant'Egidio et d'autres personnalités. Le séjour du chef de l'État à Rome, c'est tout de suite dans ce journal. Et pendant ce temps, la politique de soutien aux producteurs togolais s'intensifie. Hier, ce sont les pisciculteurs de veaux qui ont reçu une véritable bouffée d'oxygène à travers du matériel et l'aménagement des temps. Et puis à retenir également dans l'actualité ce chiffre, 473, c'est le nombre de morts sur les routes du Togo en 2015. Un chiffre en baisse, mais qu'il faudra encore réduire grâce à la répression des contrevenants de la loi de la route, selon les ministres de la Sécurité et des Transports. Voilà pour les titres du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Le 26e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie en présence de plusieurs chefs d'État dont le président Faure Eswazimana Gnazingbe. Et c'est en début de soirée hier, comme vous le voyez sur ces images, que le chef de l'État est arrivé dans la capitale éthiopienne pour prendre part au sommet de l'Union africaine dont le Togo a été justement élu pour 2 ans au Conseil de paix et de sécurité. C'était donc là les images de l'arrivée du chef de l'État à Addis Abeba où il prend part donc ce samedi au sommet de l'Union africaine. Et sur la table des discussions, l'épineux dossier du Burundi, secoué depuis plusieurs mois par une crise politique sans précédent. Les chefs d'État présents doivent se prononcer sur l'éventuel envoi dans le pays d'une force africaine de maintien de la paix. 5 heures de discussion. Et puis rien, aucune décision, aucun accord, mutisme des chefs d'État. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine n'a rien donné. La question a été renvoyée à ce samedi. La question qui fâche, c'est l'envoi d'une force africaine au Burundi. Bujumbura n'en veut pas, un non catégorique, et ce n'est pas la première fois que les autorités burundaises le disent. Il y a un mois déjà, les parlementaires réunis en congrès extraordinaire se prononçaient contre une mission de maintien de la paix. Pierre Nkurunziza qualifiait le déploiement de 5000 soldats comme une force d'invasion et d'occupation. Les propos du président burundais résonnaient comme une déclaration de guerre. Au cas où il violerait notre souveraineté et nos frontières, chaque Burundais se lèverait et les combattrait parce que notre pays ferait l'objet d'une attaque. Intransigeant, sourd aux pressions internationales, le gouvernement burundais se dit capable de contrôler son pays. Un pays plongé dans une crise profonde depuis 9 mois, depuis la répression brutale de manifestations contre un 3e mandat du président Nkurunziza. Des violences qui auraient fait au moins 400 morts, rapportent les Nations Unies. Amnesty International vient de publier des images qui, selon l'ONG, prouveraient l'existence de fosses communes. L'Union africaine peut juridiquement intervenir au Burundi sans l'aval du président Nkurunziza. Encore faut-il un vote à la majorité des 2/3 lors de son assemblée générale. Vu l'absence d'accord après 5 heures de huis clos la nuit dernière, les tractations s'annoncent difficiles. Et puis toujours durant ce sommet, notez que c'est le chef d'État tchadien Idriss Déby Itno qui est le nouveau président en exercice de l'Union africaine. Il a été désigné pour succéder au Zimbabwéen Robert Mugabe. Et pour le nouveau chef de l'Union africaine, la priorité sera la lutte contre le terrorisme. Et nous vous l'annoncions hier, le chef de l'État est arrivé donc dans la capitale éthiopienne en provenance de Rome, où il a été reçu jeudi au Saint-Siège par le pape François. Une première rencontre entre les deux personnalités que nous commente ici Gerson Deveau. Vatican, première visite officielle du président Faure Gnazingbe. Dans le couloir, ça discute de cette visite. On y croise cardinal évêque personnel de la grande écurie romaine, la garde suisse pontificale déjà en place.
Un peu plus de 10 heures, l'accueil solennel, devant et en silence et à pas discipliné dans le ténéto, la colonne des gentilshommes du pape. C'est eux qui portaient la chaise papale lors des processions du Saint-Père. Ils sont laïcs. Au milieu et côte à côte, le chef de l'État et le préfet pontifical, accompagnés derrière par cardinaux et évêques, avec la délégation togolaise, toujours en colonne jusqu'à la rencontre. L'instant solennel, la photo du jour, l'accueil du président Faure Gnassingbé par le pape François, le poignet de main, puis l'entretien. Il a lieu au Benedictus, la bibliothèque personnelle du pape. L'audience dure environ un quart d'heure. François reçoit ensuite les salutations du reste de la délégation présidentielle. S'ensuivent séance de photos et échange de cadeaux. Au pape François, le président Faure offre ce tableau du peintre togolais Salah, en route vers la fontaine, en d'autres termes, en route vers le bonheur. Au président Faure, le pape François offre le médaillon du Saint-Martin. Il raconte une allégorie inspirée par la paix, sans doute que l'immigration, la pauvreté, les questions de sécurité, le terrorisme ont été évoqués par les deux personnalités visiblement heureuses de cette rencontre, la première entre elles. Ici, avec le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le chef du gouvernement de l'Église catholique, incontournable dans les relations bilatérales, le président Faure Gnassingbé passera plus de temps. Les discussions sont élargies à leur ministre des Affaires étrangères, une trentaine de minutes d'échange. Le président Faure Gnassingbé quitte ensuite la cité du Vatican, raccompagné dans le même cérémonial d'accueil solennel à l'issue de cette visite officielle. Autre étape importante du séjour romain du président Faure Gnassingbé, sa visite à la communauté Sant'Egidio. Cette organisation qui a beaucoup œuvré dans la sauvegarde de la paix au Togo. Une relation qui s'est concrétisée il y a quelques semaines avec la signature d'un accord de siège avec l'État togolais. L'objet de la visite, toujours avec Gerson Dovo. Bienvenue. Je suis très très content de vous accueillir. Après la signature de l'accord de siège. C'est une visite de reconnaissance que le chef de l'État a effectuée dans la Comunità di Sant'Egidio. Devoir de reconnaissance, dira le président lui-même, et pour cause. Merci, nous sommes venus ici à Sant'Egidio. En fait, c'est un peu comme un retour aux sources, puisque une de nos premières visites que nous avons effectuées après notre prise de fonction en 2005, c'est de venir à Sant'Egidio. Et parce que ici, c'est noué certaines choses qui sont malheureusement méconnues des Togolais, mais qui ont ouvert la voie au succès des dialogues que nous avons lancés après ma prise de fonction en 2005. J'étais ministre, j'ai fait la connaissance de Sant'Egidio. À l'époque, vivait feu le président Eyadema, où au moment où toutes les perspectives paraissaient bloquées, toutes les solutions paraissaient vaines, où tout est bouché. Donc Sant'Egidio a très discrètement pris langue avec les autorités togolaises et avec certaines forces de l'opposition, notamment l'UFC, pour essayer de faire quelques petits pas. C'est-à-dire ce qui paraissait pour nous
des éléments qui devaient arriver à la conclusion d'un accord, ils ont commencé par là en disant mais est-ce que ceci ne pouvait pas être fait, est-ce que cela ne pouvait pas être fait. Je suis un peu imprécis à dessein, mais c'est vous dire quand même que Saint-Egidio a joué un rôle à un moment important de la vie de notre pays, c'est-à-dire les dernières semaines ou les derniers mois pour être plus précis, de fait le président Eyadema. Et vous savez ce qui s'est passé après l'élection de 2005. En tout cas, le terrain était préparé pour que nous puissions nouer un dialogue avec la principale force de l'opposition. Je puis dire, j'espère que Monsieur Christ Olympio ne m'en voudra pas, que c'est ici que nous avons eu notre premier tête-à-tête. Nous avons pu discuter, mais très peu de Togolais le savent, puisqu'il n'y avait pas eu de médiatisation. Donc, quand vous en arrivez à vous asseoir et à discuter de façon courtoise et cordiale avec votre principal opposant, c'est déjà un événement en soi. Et ça n'avait pas besoin d'être connu à l'époque, mais sans ce premier pas-là, on dit que même le plus long voyage, fait 5 km, il commence toujours par un premier pas. Et ces premiers pas, nous avons fait ici à Saint-Egidio à travers plusieurs personnes, dont le professeur Ricardi et d'autres. Donc nous sommes venus rendre un devoir de reconnaissance et de gratitude à la communauté Saint-Egidio et nous réjouir également, leur rendre hommage parce que ce qu'ils ont fait pour le Togo, ils le font aussi, ils l'ont fait avant le Togo pour d'autres pays et ils le font aussi pour des nations en Afrique qui sont en difficulté, en Afrique et ailleurs dans le monde. Donc c'est ce que nous sommes venus faire ici, c'est-à-dire que devoir de reconnaissance, mais également encouragement à la communauté Saint-Egidio. Maintenant, je crois que ils ont l'accord de siège. Nous sommes venus, les Togolais vont de plus en plus mieux connaître cette communauté. Il faudrait que face aux menaces à la paix, face aux défis que l'Afrique connaît aujourd'hui, la communauté Saint-Egidio peut beaucoup apporter. Tout est donc parti de là. Le dialogue entre les acteurs politiques togolais, la sauvegarde de la paix, si chère au Togo, au président Faure Gnassingbé. Andrea Ricardi, le fondateur de cette communauté de Edidio, louera d'ailleurs les qualités de leader du chef de l'État en ce sens et promet de faire encore plus avec la signature de l'accord de siège avec l'État togolais. Aujourd'hui, pour Saint-Egidio, c'est un honneur de recevoir le président du Togo, car monsieur le président du Togo, c'est un vieil ami de la communauté de Saint-Egidio. C'est-à-dire notre amitié est née dans le moment difficile du Togo, et dans ce moment, on a expérimenté la sagesse, l'intelligence politique du président et la capacité, il était ministre à l'époque, d'entamer un dialogue avec les différents partis. C'est-à-dire choisir pour le dialogue, choisir pour la rencontre n'est pas toujours facile. Nous avons admiré ça et nous nous sommes retrouvés ici. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de le recevoir à Saint-Egidio. Et pour nous, pour la communauté, pour nos amis, pour ceux qui sont très liés au Togo, c'est une grande et belle journée. Saint-Egidio, ce n'est pas seulement une réalité européenne, mais c'est une réalité africaine, c'est une réalité enracinée au Togo. Aujourd'hui, nous regardons le Togo avec beaucoup d'amitié, d'espérance et de confiance dans le futur. Et comme pour exhorter davantage le président Faure Gnassingbé à garder ses valeurs, le fondateur Ricardi lui offre en cadeau cette palme argentée, symbole de paix, et ce livre qui ne porte que bien son titre, L'art de la paix. Sans doute que les deux délégations ont évoqué les voies et moyens pour consolider et sauvegarder cette paix si chère au Togo, en permanence recherchée partout par la communauté Saint-Egidio au cours de leur long entretien à huis clos. Une rencontre fort appréciée des deux côtés, les échanges, quoique informels à la sortie, dureront encore le temps des amitiés, le temps des au revoir. Et à son hôtel, le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, a accordé 2 audiences. Le compte rendu, toujours avec notre envoyé spécial à Rome, Gerson Dovo.
Quelques soucis techniques. Je vous annonçais également que, une fois de retour à son hôtel, le président de la République a accordé 2 audiences et le compte-rendu de ses entrevues avec Gerson Deveau. De retour à son hôtel, le chef de l'État poursuivra ses entretiens, d'abord avec le cardinal Robert Sarah, ancien archevêque de Conakry, aujourd'hui préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Il a été appelé par le pape François à ses côtés. La visite au Vatican du président Faure Gnassingbé aura été évoquée par les 2 hommes. Le président du gouvernorat de la Cité du Vatican, le cardinal Giuseppe Bertello, ne dira pas non plus mot de son entretien avec le chef de l'État. Il a été nonce apostolique pour le Ghana, le Bénin, le Togo. Tout semble indiquer qu'il s'agit là d'une visite de courtoisie au président Faure Gnassingbé. Les 2 personnalités se connaissent visiblement bien. Et c'était ce qu'on pouvait retenir donc du séjour du chef de l'État à Rome cette semaine. Sur le plan national, la politique du chef de l'État en matière d'essor de l'agriculture et de l'amélioration des conditions de vie des producteurs se renforce davantage. Cette semaine, ce sont plus de 19 millions de francs CFA qui ont été débloqués pour soutenir les pisciculteurs de la zone d'aménagement agricole planifiée ZAP à Kolé-Sewa dans le Vaud. Les précisions avec Robert Potogbe et Antoinette Romao. Va voir. 2 ans après la mise en valeur du bassin d'Akole-Sewa, le chef de l'État, à travers le ministère de l'Agriculture, se préoccupe toujours des conditions de travail et de vie des exploitants. Sur le même site, ces derniers disposent désormais d'une réserve de pisciculture. 9 étangs de 1000 mètres carrés empoissonnés de 20 000 alevins de tilapia ont été aménagés. 2400 bobines, 400 nappes de filets ont été remises à 197 pêcheurs et à 30 pisciculteurs. Même les revendeuses du poisson aux abords du site ZAP à Kolé-Sewa ont bénéficié de cette générosité. On a commencé le ZAP avec des produits agricoles. On vient de nous implanter encore des étangs piscicoles. Alors l'arrivée de ces 9 étangs piscicoles, c'est quelque chose vraiment qui nous va droit au cœur. Et je remercie les donateurs et surtout le gouvernement actuel qui, sans oublier, fait beaucoup d'efforts pour accompagner les agriculteurs et les paysans. 19 208 700 francs CFA ont été nécessaires pour la réalisation de ces activités qui visent à augmenter la production halieutique nationale et à accroître les revenus des producteurs. Nous attendons dans les 6 mois à venir une récolte de l'ordre de 5 à 8 tonnes. Et donc, cette activité qui a été installée vise à améliorer les conditions de vie de 227 pisciculteurs et pêcheurs sur le site ZAP, mais en même temps, cette opération contribue à mettre à disposition de 85 femmes commerçantes du poisson d'ici 6 mois. Les cadres de Vaud ont de leur côté contribué financièrement au démarrage des activités de la zone d'aménagement agricole planifiée d'Akole-Sewa en 2012 selon leur porte-parole. Ces activités sont prévues dans la sous-composante 1 du PASA dénommée « Appui à la production halieutique continentale ». Autre actualité à présent, vous êtes usager de la route, ceci vous concerne. En cette année 2016, les forces de l'ordre et de sécurité seront plus strictes dans le contrôle de vos pièces, assurance de véhicules, le port de casque ou de ceinture de sécurité. Il y va de la préservation de votre vie. Et c'est ce qu'ont annoncé hier les ministres en charge de la sécurité et des transports lors d'un point de presse. Le compte rendu avec Joël Aziadaf. La sortie médiatique effectuée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et son collègue des infrastructures et des transports a permis aux médias de se faire une idée réelle de la situation sécuritaire du pays. Il en ressort des différentes communications que l'accidentalité et la mortalité routière ont connu une baisse notable au cours de l'année écoulée. La criminalité, par contre, a pris de l'ampleur avec des cas de vol à main armée, de cambriolage, bref, des braquages qui ont connu une forte hausse, surtout au dernier trimestre de l'année 2015. Lorsque nous avons fait le point
des compatriotes qui ont perdu la vie sur nos voies. Nous étions à plus de 800 morts pour l'année 2014. Et le chef de l'État, avant la fin de l'année bien sûr, avait décidé de faire l'année 2014, l'année de la sécurité routière. Un certain nombre de mesures avaient été prises par le gouvernement pour rendre nos routes moins mortelles. C'était contraignant, mais je félicite tous nos compatriotes pour avoir adhéré spontanément à ces mesures. Aujourd'hui, le port de casque est visible dans notre pays et ça nous a permis de réduire beaucoup de cas de mort sur nos routes. Pour l'année 2015, nous sommes à 473 morts. On avait 800 et quelques l'année dernière. Un effort a été fait. Mais nous disons qu'on peut faire mieux. Notre objectif, c'est de préserver la vie de nos concitoyens. Le deuxième point, c'est la criminalité, d'une façon générale. Les forces de sécurité et de défense font pour le mieux, pour la tranquillité, pour la sérénité de nos populations. Ces derniers temps, la sous-région en général et notre pays en particulier a eu à subir des cas de criminalité. Nous avons été à plusieurs reprises interpellés, surtout au dernier trimestre de l'année 2015, avec le phénomène que nous avons enregistré, surtout dans la région maritime. C'était un phénomène qui s'expliquait parce que beaucoup de délinquants qui avaient fini de purger leur peine étaient mis en liberté. Certains ont malheureusement repris. Mais les instructions du gouvernement étaient de tout faire pour enrayer. Et je crois aujourd'hui l'effort est perceptible. Ce n'est pas encore fini. Et l'effort de défense et de sécurité continue dans la même dynamique pour sécuriser davantage nos populations. La lutte contre la délinquance, le grand banditisme et l'insécurité routière va se poursuivre et la sensibilisation des usagers de la route est appelée à se renforcer. Lorsqu'on change dans des coins de rue où on n'a pas la chance de trouver les forces de sécurité pour vérifier ce qui se passe, vous savez, ça aussi, ça fait partie de l'insécurité, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se change là-bas. Nous avons donné le cas de la préfecture de Bassa qu'on a découvert le 23 janvier la nuit autour de 19h, des cas de chargement pirate et au bout du compte, ce qu'on a découvert pour un bus de 15 places, il y avait 37 personnes à bord, dont 9 enfants âgés de moins de 10 ans qui étaient bâchés comme des colis, des objets. Et ce véhicule prenait la route du Nigeria. Voilà les cas de gars pirates que nous combattons. C'est ça. Donc, désormais, nous allons commencer à sévir. Nous allons commencer à sévir en même temps qu'on continuera la sensibilisation. Les populations ont été aussi et surtout invitées à redoubler de vigilance et à collaborer davantage avec les forces de l'ordre afin de permettre aux services de sécurité de mieux lutter contre toutes les formes de criminalité. Et encore un mot du 26e sommet de l'Union africaine qui se tient donc en ce moment à Addis Abeba en Éthiopie. Sachez que certains chefs d'État se sont opposés au projet d'envoi de forces militaires africaines au Burundi et recommandent le consentement du président Pierre Nkurunziza. Les opérateurs économiques de la région de la Kara renforcent leurs connaissances sur la fiscalité des PME-PMI. La session de formation est à mettre à l'actif de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo afin de les amener à s'acquitter aisément de leurs devoirs fiscaux. De Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Toute entreprise, qu'elle soit du secteur privé ou du secteur public, a des obligations vis-à-vis du fisc. Mais le constat a été établi que certains patrons essaient de soustraire leurs entreprises à ces exigences. D'autres ne maîtrisent même pas les taxes et impôts auxquels ils sont soumis. La CCIT, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, en a conscience et tient à normaliser la situation, et ceci à travers des sessions de renforcement des capacités. Les opérateurs économiques qui bénéficient de cette session de formation prévue pour 3 jours sont issus de la région de la Kara. En payant ces taxes et les impôts, c'est un acte citoyen qui contribue au développement et la Chambre de commerce n'a pas voulu être en marge de cela
D'autant plus que vous prenez l'ensemble des PME, c'est une grande masse. Vous pouvez dénombrer les grandes entreprises au Togo, mais vous ne pouvez pas dénombrer les PME. Je le dis aisément, notre ancêtre économiste Kabien, il dit que ce sont les eaux de ruissellement qui grossissent les rivières. Le blanc, en s'inspirant de ça, il dit, le théoricien Giffen, il dit, toute chose est égale par ailleurs. Si on n'outille pas aujourd'hui les PME à l'acte citoyen du paiement des taxes et impôts, les grosses entreprises ne seront pas en mesure d'en arriver à une distribution équitable. Donc, cette formation est venue à point nommé pour outiller ces PME de s'approprier l'outil des taxes et impôts, globalement de la fiscalité, pour participer pleinement au développement du pays. La fiscalité directe et indirecte, les régimes d'imposition, les obligations fiscales, l'optimisation fiscale, la présentation de l'Office togolais des recettes, la loi des finances. Ce sont ces aspects précis qui seront abordés au cours de cette formation. De 2011 à 2014, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo avait initié d'autres sessions de renforcement des capacités qui ont porté sur des thèmes comme créer et gérer son entreprise, élaboration du plan d'affaires et la recherche du financement. Je vous donne maintenant lecture de ces communiqués du ministre en charge de la santé et de la protection sociale. D'abord, le premier, nous avons été saisis pour une rumeur d'épidémie de maladie à rotavirus dans l'école privée La Madone. Une équipe de la division de la surveillance intégrée des urgences sanitaires et de la riposte composée d'épidémiologistes a été envoyée dans la dite école 6 à Agbalépé-Dogan pour vérifier l'information. Sur le terrain, la rencontre avec la direction de l'école a permis de comprendre qu'il n'y a pas eu de cas de diarrhée au niveau de l'infirmerie de l'école. Cependant, l'association des parents d'élèves de l'école a reconnu avoir fait distribuer un circulaire le 22 janvier 2016 aux élèves pour raison d'une épidémie de gastrite due au rotavirus sur toute l'étendue du territoire en vue d'une sensibilisation sur le respect du lavage des mains et la conduite à tenir devant tout cas de fièvre, vomissement et diarrhée. À la lumière des informations recueillies à l'issue de l'investigation par l'équipe d'épidémiologistes, aucune donnée sur le terrain ne permet de confirmer à ce jour l'existence d'une épidémie d'infection à rotavirus à Lomé. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale rassure la population qu'aucun cas d'épidémie à rotavirus n'existe actuellement au Togo. Il invite par ailleurs à observer et à faire observer les gestes simples d'hygiène tels que le lavage régulier des mains afin d'éviter les maladies diarrhéiques. Et dans un second communiqué, le ministre en charge de la Santé porte à la connaissance du public que dans le cadre de la surveillance des maladies à potentiel épidémique, la méningite cérébrospinale est surveillée dans tous les districts du pays en vue d'identifier les germes épidémiques récurrents et d'apporter une réponse appropriée. Depuis janvier 2016, des cas de méningite apparaissent dans certains districts du pays. Ainsi, du 1er au 28 janvier 2016, un total de 80 cas avec 8 décès ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire. Le district sanitaire de Dangpen est le plus touché avec 65 cas et 6 décès. Le seuil épidémique à Dangpen est franchi dans la semaine du 18 au 24 janvier 2016. Les analyses biologiques effectuées dans le laboratoire du district orientent vers le Neisseria meningitis ou germe W135 comme l'agent responsable de cette épidémie. Nous avons alors sollicité l'appui des biologistes du projet de surveillance des méningites et pneumotones de Dapaon pour la confirmation des germes responsables de l'épidémie. Face à cette épidémie donc de méningite à Dangpen, une équipe d'épidémiologistes est actuellement dépêchée sur place pour appuyer l'équipe locale ainsi qu'un lot de médicaments essentiellement composés de ceftriaxone injectable et des aiguilles de ponction lombaire ont été
envoyés dans la région de Kara avec priorité sur d'antenne pour la prise en charge gratuite des cas. Le ministre en charge de la Santé invite donc la population à redoubler de vigilance et à se rendre au centre de santé le plus proche devant tout symptôme. La suite de cette édition, à présent, Miss Togo 2015, Gaël Adjo était ce matin dans la préfecture du Zion. À Dalavé, c'est un orphelinat qui a bénéficié de l'eau de vivre et non-vivre, et à Kpomé, à Kadjamé, la population a réceptionné une mini-adduction d'eau potable, et tout ceci en présence de l'honorable Adjoa Sewa Lawson, député de la circonscription. Le reportage est signé Rachel Aokou. L'eau potable est désormais accessible à Kpomé, à Kadjamé. La population, toute joyeuse, se précipite pour remplir les bassines. Cette ressource, autrefois difficile d'accès, est à présent à leur portée grâce à la Miss Togo 2015, Gaël Akouyaïra Adjo. C'est une joie pour la population parce que ça fait tant d'années, on souffre trop de problèmes d'eau dans notre environnement. Je remercie beaucoup Miss Togo qui a l'idée de venir nous réhabiliter notre point d'eau. On la remercie. La réalisation de cet ouvrage a été possible grâce au comité Miss Togo et ses partenaires, parmi lesquels l'honorable député du Zion, Sewa Lawson Adjoa. Ma filleule a réalisé ses rêves. Donc c'est au début, on a débuté et on va continuer jusqu'au nom. Le mandat social de Miss Togo, c'est bien l'entrepreneuriat des femmes, mais le bien-être des populations à la base la préoccupe également. Au départ, je tenais à faire quelque chose pour aider les femmes de mon village à entreprendre. Mais elles m'ont fait comprendre que le problème majeur ici, c'était le problème d'eau. Il y a 3 mois de cela, je leur avais promis de réhabiliter ce forage ici en une mini-adduction d'eau. Donc voilà, aujourd'hui c'est chose faite. Donc on est passé inaugurer et l'eau coule, c'est bien, je suis satisfaite. Bien avant cette remise d'adduction d'eau, la délégation s'est tout d'abord rendue à Dalavé pour offrir des vivres et non-vivres aux orphelins du centre apprenti orphelin d'Afrique. On est loin de Lomé quand même, mais ils ont pensé à nous. On les remercie beaucoup, qui n'ont qu'à continuer dans ce sens pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin aussi. Gaël Adjo sera prochainement au nord du pays pour apporter de l'aide aux femmes afin de leur permettre d'entreprendre brillamment. Le diplomate chinois Liu Yuxi a convié hier toute la communauté chinoise vivant au Togo, mais également les Togolais, à la célébration du Nouvel An de l'Empire du Milieu qui sera normalement célébré le 8 février prochain. Cette année, le Nouvel An chinois porte le signe du singe et marque le début de la nouvelle année chez eux. Le compte rendu avec Silver Abdo. La communauté chinoise au Togo, dans un élan d'amitié et de solidarité, célèbre le Nouvel An chinois. Le Nouvel An chinois, ou fête du printemps, marque la fin d'une année et l'arrivée d'une autre, une date qui se détermine selon le calendrier chinois et suivant le signe astrologique. Le Nouvel An chinois pour cette année porte le nom de singe. Commémoré au Togo par anticipation, le 8 février 2016 va donc marquer le premier jour de la nouvelle année en Chine, symbole de paix et de prospérité. Le Nouvel An chinois qui s'approche, c'est l'an de singe d'or. Et ça signifie la sagesse, l'intelligence et la prospérité. C'est la plus grande fête des populations chinoises. Et ici au Togo, quand les Chinois fêtent la fête fêtent le Nouvel An avec les amis togolais, donc on partage les fruits, on partage la récolte. La Chine et le Togo entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération. Le diplomate chinois a réaffirmé son engagement à renforcer davantage cette coopération agissante entre Lomé et Pékin, surtout dans la concrétisation des nouveaux projets de développement. Beaucoup de résultats ont été remportés et dans le domaine
économique, dans le domaine des échanges culturels entre nos deux pays. Et je suis sûr que avec le sommet qui vient de s'achever, on aura encore plus de projets de coopération entre nos deux pays avec les efforts des amis togolais et aussi de tous les ressortissants ici qui travaillent ici au Togo. Célébrée à l'ambassade de Chine au Togo, cette festivité a été marquée par l'exécution de la danse du dragon et du lion ainsi qu'une démonstration du Kung Fu. Et ce communiqué de l'Office togolais des recettes pour terminer en raison d'une charge de travail exceptionnelle constatée ces derniers jours au bureau des opérations douanières de Lomé-Port. Le commissaire général de l'OTR informe les usagers que la permanence du week-end de ce samedi 30 et de demain dimanche 31 janvier 2016 a été particulièrement renforcée aussi bien au niveau des agents de l'OTR que du partenaire EcoBank pour mieux les servir. Le commissaire général compte sur la collaboration de tous. Et ainsi se referme donc cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.